Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Tout de suite, les titres de votre journal. Le macronisme, c'est terminé. C'est la punchline lancée par François Hollande, l'ancien président de la République, est de nouveau en campagne et il assure qu'il n'a aucun compte à régler avec son ancien ministre. Se dirige-t-on vers une participation record lors des élections législatives? À une semaine du premier tour, les sondeurs anticipent une participation comprise entre 60 et 70%. L'enjeu du scrutin semble particulièrement mobiliser les électeurs. Un projet d'attaque violente contre des cibles juives a été déjoué. Un homme de 19 ans et un mineur ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils vivent tous les deux en Île-de-France. Ce samedi, c'était la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. En France, 80% de la population est favorable au don et pourtant, chaque année, des milliers de personnes attendent une greffe d'organes. Bon nombre de Français n'ont tout simplement pas informé leur entourage de leur décision. Le macronisme, c'est terminé. C'est donc la punchline lancée par François Hollande, l'ancien président de la République, est de nouveau en campagne et il assure qu'il n'a aucun compte à régler avec son ancien ministre. Les précisions de Corentin Alonso. L'ancien président socialiste François Hollande, qui avait renoncé à se représenter pour un second mandat en 2017, avait assisté malgré lui à l'avènement du macronisme. Il en acte désormais la fin. Le macronisme, c'est terminé. Je le dis sans hostilité particulière, je n'ai aucun compte à régler. Ça a coûté cher sur le plan politique parce que le dépassement a été une dissolution au sens propre du terme. Les partis se sont quand même beaucoup abîmés. L'extrême droite n'a jamais été aussi forte. C'est un moment qui a été long mais qui s'achève. Le temps est à la recomposition. Candidat surprise aux élections législatives pour le nouveau Front populaire, François Hollande a tenu à clarifier son choix et à tacler Jean-Luc Mélenchon. Je me situe dans le cadre d'une union parce qu'il faut la faire, mais sans aucune forme de confusion. Jean-Luc Mélenchon devrait plutôt être discret parce qu'il doit mesurer quand même le degré d'hostilité sur sa personne, en tout cas sur ses expressions. Son silence, son retrait serait sans doute souhaitable pour beaucoup de candidats, y compris de LFI. S'il est élu le 8 juillet prochain, François Hollande veut être le député de la responsabilité en toutes circonstances. Gabriel Attal se montre déterminé et ambitieux. Dans une interview donnée aux Parisiens, le Premier ministre assure que la bataille des législatives n'est pas pliée. Et ce, malgré les intentions de vote donnant le Rassemblement national et le nouveau Front populaire largement devant. Il y aura nécessairement un avant et un après, puisque c'est la première fois depuis 25 ans que les Français vont choisir une majorité et un Premier ministre en cours de mandat. Et dans ce combat, je m'affirme et j'assume. Fin de citation. Et de son côté, Jean-Luc Mélenchon reste ouvert au poste de Premier ministre. Invité de l'émission C'est l'Hebdo sur France 5, le chef de file de la France Insoumise a notamment déclaré, je cite, « J'ai l'intention de gouverner ce pays et ce n'est pas le foutoir, ce n'est pas le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Nous avons besoin de gens qui soient d'accord sur la ligne qu'on suit. » Fin de citation. L'actualité politique décidément marquée par une autre déclaration choc, celle de Marine Le Pen. Je cite, « Il ne restera à Emmanuel Macron que la démission en cas de blocage politique. » Selon l'ancienne présidente du Rassemblement national, quand il y a une crise politique, il y a trois possibilités, le remaniement, la dissolution ou la démission du président. Fin de citation. C'est une prise de position inédite. Des cadres de l'éducation nationale assurent qu'ils n'appliqueront pas les éventuelles mesures du Rassemblement national. Une pétition a été signée par 700 personnes, notamment des chefs d'établissement et des fonctionnaires. Ils disent qu'aucun d'entre eux n'appliquera de mesures qui contreviendraient, selon eux, aux valeurs de la République. Marie-Victoire Dieudonné. Nous n'obéirons pas. Nous, ce sont plus d'1 millier de cadres de l'éducation nationale, signataires d'une pétition en cas de victoire du Rassemblement national. Parce que nous servons l'État, nous déclarons dès aujourd'hui qu'aucun d'entre nous n'appliquera de mesures qui contreviendraient aux valeurs de la République. Une ligne rouge, le franchissement de l'arc républicain. Nos valeurs, c'est prendre des enfants, quels qu'ils soient, et en faire des citoyens les plus éclairés et les plus intéressants possibles pour l'avenir et pour leur avenir surtout et pour l'avenir de la France. Alors c'est certainement pas stigmatiser ou favoriser telle ou telle catégorie de jeunes ou de citoyens. Donc tout ce qui ira dans ce sens-là, je pense, sera refusé ou en tout cas ne sera pas mis en œuvre. Cette prise de position d'initiative individuelle est inédite pour des fonctionnaires censés exécuter
persécuter les politiques du gouvernement. C'est pas du tout dans nos habitudes. Nous sommes des fonctionnaires. On a toujours fait de notre mieux pour que nous mettions en œuvre les décisions du législateur. Et en l'occurrence, sur la situation précise qui nous anime là, sans doute qu'il y aura une réflexion qui sera conduite dans les semaines qui viennent, en fonction du résultat évidemment des futures législatives. En matière d'éducation, le Rassemblement national promet le rétablissement des séries, des centres spécialisés pour les élèves perturbateurs, la fin du collège unique et la suppression des réseaux d'éducation prioritaire. Eux aussi ne cachent pas leur inquiétude en cas de victoire du Rassemblement national face à une possible arrivée du parti au Quai d'Orsay. Certains diplomates mettent en garde contre l'affaiblissement de la France et le risque d'ingérence étrangère. Les explications d'Harold Iman. Des tracts syndicaux circulent au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment un tract de la CFTC. Nous avons contacté plusieurs diplomates et l'idée générale qui se dégage, c'est que le Rassemblement national pose un très grand problème moral pour bon nombre de diplomates. Car si le Rassemblement national appliquait un programme de discrimination, comme disent les tracts, dans la société française, eh bien, cela rendrait le travail des diplomates à l'étranger beaucoup plus difficile, notamment dans le monde musulman. Aussi, les diplomates craignent que le Rassemblement national recule sur l'Ukraine, cesse de soutenir avec entrain l'effort de guerre ukrainien contre l'invasion russe. Ils craignent même, mais ce n'est pas nécessairement dans les tracts, que le Rassemblement national entame une distanciation par rapport à l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et même l'Union européenne. Et enfin, dernière crainte, c'est que le Rassemblement national se rapproche énormément d'Israël, lâchant la traditionnelle politique française arabe d'équidistance entre Israël et les Palestiniens. Se dirige-t-on vers une participation record lors des élections législatives? À une semaine du premier tour, les sondeurs anticipent une participation comprise entre 60 et 70%. L'enjeu du scrutin semble particulièrement mobiliser les électeurs. Vous allez le voir avec ce sujet d'Aminata Demphal et Olivier Madinier. En 10 jours, les demandes de procuration ont explosé. Plus d'1 million ont été enregistrés. C'est 6 fois supérieur à la même période en 2022. Un vote qui tombe pourtant au début des vacances d'été, ce qui ne semble pas décourager les Français. On peut décider de notre destin, de notre avenir. Il faut que tout le monde vote. C'est un moyen de faire entendre nos voix, même si c'est pas forcément suffisant. Faire bouger justement, pour faire évoluer la société. Mais alors, comment expliquer un tel engouement pour ces élections? Le pouvoir a clivé tellement la vie politique après l'avoir émiettée que maintenant on va avoir, disons, ce que l'on pourrait appeler une mobilisation castor. C'est-à-dire que tout le monde fait des barrages dans tous les coins. Il faut faire un barrage à Macron, il faut faire un barrage au Rassemblement national, il faut faire un barrage à la NUP et à ses alliés. Donc tout le monde fait barrage à tout le monde. En 2022, les élections législatives avaient atteint des niveaux records d'abstention. Au second tour, plus de 53% des électeurs avaient déserté les bureaux de vote. Cette année pourrait changer la donne. La réponse, les 30 juin et 7 juillet prochains. Dans le reste de l'actualité, un chef indépendantiste calédonien sera bientôt placé en détention. Christian Théin, c'est son nom, est soupçonné par les autorités d'avoir orchestré les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Il a été arrêté le 19 juin et doit être incarcéré à Mulhouse. Un projet d'attaque violente contre des cibles juives a été déjoué. Un homme de 19 ans et un mineur ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils vivent tous les deux en Île-de-France. On fait le point avec ce sujet de Dounia Tengour. Ce vendredi, à Paris, un homme âgé de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné avec un autre homme mineur d'avoir envisagé de commettre une action violente visant notamment des cibles juives. Le suspect est mis en cause pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes et pour acquisition et détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste.
Les deux suspects, tous deux domiciliés en Île-de-France, seraient en lien via les réseaux sociaux. Le 13 juin dernier, le mineur suspecté a lui aussi été mis en examen et placé en détention provisoire. Plus tôt dans la semaine, le procureur antiterroriste avait jugé préoccupant l'implication croissante de jeunes individus dans des projets d'action violente. Le parquet national antiterroriste doit désormais déterminer la nature du projet des deux hommes mis en cause. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur leur profil ou encore sur les cibles visées. La communauté juive doit vivre avec cette menace terroriste et depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, elle est de plus en plus présente. Écoutez l'analyse de notre spécialiste terrorisme et renseignement Claude Moniquet. Il y a toujours eu d'une part une menace terroriste sur la France et une partie de cette menace a toujours, comme ailleurs en Europe d'ailleurs, a toujours visé la communauté juive. Mais il est évident que depuis le 7 octobre 2023, il y a eu une explosion d'une part de l'antisémitisme et donc il y a un corollaire qui est une explosion de la menace terroriste contre la communauté juive. Et d'ailleurs, c'est pas seulement en France, hein, c'est en Europe. Donc les missions israéliennes, mais aussi les communautés juives, c'est-à-dire les écoles, les synagogues, simplement les gens dans la rue qui sont identifiables parce que par exemple ils portent une kippa, redeviennent des cibles importantes et voire prioritaires pour les terroristes islamistes. Une action plus que symbolique a eu lieu mercredi en face du Panthéon à Paris, organisée par le collectif No Silence. Une exposition immersive montre le quotidien des femmes juives retenues captives dans la bande de Gaza. Un reportage de Thibaut Marcheteau avec le récit de Louis Vauvon. Dans une chambre plongée dans le noir, un homme armé surveille deux femmes recroquevillées. À l'extérieur, une autre est enchaînée dans une cage à même le bitume. Avec cette installation choc, l'association No Silence veut alerter sur les conditions de détention des otages israéliennes toujours retenues dans la bande de Gaza. Des femmes particulièrement vulnérables face à des violences sexuelles devenues monnaie courante dans ce conflit. Aujourd'hui, il est temps vraiment que les choses changent, qu'on prenne conscience que le viol est rentré pleinement dans le djihad islamique, dans les actes antisémites, dans les radicalisés. On veut que les gens prennent conscience de tout ce qu'il se passe réellement pour ces personnes qui sont otages ou qui ont été otages. Pour que cette exposition soit au plus proche de la réalité, le collectif s'est basé sur des rapports de l'armée israélienne et les déclarations d'otages libérés. Pour les passants, la démarche est nécessaire pour la prise de conscience collective. C'est très bien de faire ça, mais je veux dire, il faudrait qu'il y ait encore plus parce que les gens ne réalisent pas ce qui s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte ou ils ne veulent pas se rendre compte. Je pense que la population, notamment en France, n'est pas préoccupée par les otages. Selon le gouvernement israélien, 116 personnes sont toujours otages du Hamas. Parmi elles, 12 sont des femmes. Des images impressionnantes en Suisse où le sud-est du pays est touché par des inondations. 3 personnes sont portées disparues. Plusieurs dizaines d'habitants ont été évacués, des routes ont été coupées et des lignes de train interrompues. Dans le reste de l'actualité, la Chine et la France ont lancé un satellite pour étudier l'histoire de l'univers. Il a été élaboré par des ingénieurs des deux pays. Le décollage de la fusée, vous voyez, s'est effectué sans encombre depuis une base spatiale dans le sud de la Chine. Et puis ce samedi, c'était la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. En France, 80% de la population est favorable au don. Et pourtant, chaque année, des milliers de personnes attendent une greffe d'organes. Bon nombre de Français n'ont pas informé leur entourage de leur décision. Un reportage de Félix Perolaz. En attente d'une greffe de foie, le temps presse pour Abdou. Le petit garçon de 3 ans et demi souffre d'une maladie qui l'empêche de s'alimenter normalement. Comme lui, 260 enfants et adolescents attendaient une greffe en 2023, une décision souvent difficile à prendre. On ne propose pas à la greffe un patient qui ne serait pas capable de survivre à la greffe, qui est une grosse épreuve, tant physique que psychologique, et qui nécessite une extrême rigueur. Depuis 6 ans, le nombre de donneurs pédiatriques a baissé de 31%. En 2023, 18 enfants et adolescents sont décédés, faute d'une prise en charge à temps. Une baisse qui s'explique en partie par une augmentation des taux d'opposition parentale au prélèvement. On ne peut pas demander à une personne en même temps de réaliser la mort de son proche et d'avoir la responsabilité de ce choix.
Le niveau général des greffes d'organes continue malgré tout de remonter en France depuis la période d'avant Covid, mais près de 22 000 patients, adultes et enfants, restent toujours en attente. C'est une belle initiative et un partenariat unique en France. À l'aéroport de Nice, les produits interdits partent au Resto du Cœur. Je vous parle des bouteilles d'eau, de shampoing ou de parfums qui sont confisqués par la sécurité. Anthony Rodriguez. Malheureusement, ces deux produits ne passent pas. À Nice, les produits interdits en cabine oubliés dans les sacs ne partent plus à la poubelle. Je peux faire un don au Resto du Cœur. Un don au Resto du Cœur ? Ouais, Vous voulez voir ? Avec près de 14 millions de passagers par an, l'aéroport de Nice a décidé de limiter le gaspillage en redistribuant les produits saisis au Resto du Cœur. Conséquence inattendue, la mesure facilite le travail des agents en diminuant les réactions hostiles. C'est aussi un moyen d'apaiser les tensions parce que jusqu'à présent, quand ils devaient dire « je suis désolé, mais votre bouteille d'huile d'olive AOP d'1 litre ne peut pas partir avec vous », il y avait de la tension. Là maintenant, les gens se disent au moins j'en fais profiter des personnes qui en ont besoin. Devant. 3 fois par semaine, des bénévoles viennent récupérer les différents produits. Il y a des produits d'hygiène. En moyenne, c'est 700 kilos de dons par semaine qui sont collectés. En plus de l'apport quantitatif, c'est la qualité des produits qui ravit les bénéficiaires. Pour les produits salés, les gens amènent quelque chose du coin. Donc ça va être l'huile réputée à Nice, la tapenade, des trucs que nous n'avons pas. Donc ça fait le bonheur des personnes que l'on sert. Face au succès de cette initiative, plusieurs autres aéroports, dont Paris et Lille, devraient aussi s'associer au Resto du Cœur. C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur cette participation qui pourrait être record lors des élections législatives. À une semaine du premier tour, les sondeurs anticipent une participation comprise entre 60 et 70%. L'enjeu du scrutin semble particulièrement mobiliser les électeurs. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.